ce webinaire. Donc, bienvenue à tous pour vous présenter aujourd'hui, comme promis, la trajectoire Lucie 2030, notamment les objectifs qui ont été définis pour faire de la communauté Lucie, faire de lance de la résilience. Donc, nous allons, dans une première partie, donc, rappeler rapidement en quoi consiste la trajectoire Lucie 2030. Et puis, vous présenter surtout les objectifs qui ont été définis. Vous donner aussi les prochaines étapes avec le planning de la deuxième phase que nous allons lancer pour les travaux. Et puis, ensuite, on aura un temps d'échange. Donc, pour cela, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&R pour poser vos questions. Et à ce moment-là, nous prendrons le temps d'y répondre et d'échanger avec vous. Donc, nous allons pouvoir commencer. Donc, à nouveau, bienvenue à tous. Alors, donc, rappel de ce que c'est que la trajectoire Lucie 2030 pour ceux qui n'ont pas encore suivi le projet depuis son lancement. Donc, la trajectoire Lucie 2030, pourquoi? Eh bien, pour répondre aux défis sociaux et environnementaux qui sont aujourd'hui très, très importants et du fait qu'au rythme auquel nous allons, ce n'est pas suffisant. Donc, nous avons décidé de lancer en 2020 une trajectoire Lucie 2030 pour faire de la communauté Lucie une communauté engagée fortement et qui se mobilise pour devenir la communauté à impact positif et une communauté résiliente. Donc, nous avons lancé des travaux pour construire cette trajectoire ensemble avec des objectifs de résultats mesurables qui permettront à l'ensemble de la communauté Lucie d'avoir une feuille de route claire à horizon 2030 avec des objectifs à atteindre. Donc, cette trajectoire se base sur des valeurs fortes. Elle se veut ambitieuse, évidemment, pour vraiment pousser vers le haut la communauté Lucie et les organisations qui sont engagées, qui soient participative, évidemment. Donc, on vous mobilise depuis qu'on a lancé ce projet et on est très heureux de le faire avec vous. Et puis, d'avoir des objectifs qui soient mesurables de résultats. Donc, je vais y revenir sur comment se construire ces objectifs. Et puis, surtout sans greenwashing, donc qui implique vraiment une transformation réelle et concrète des organisations, des membres de la communauté Lucie. Alors, cette feuille de route va s'étaler à horizon 2030. On a pour objectif au moins d'impliquer 10% de la communauté Lucie, mais on est optimiste sur le fait que ce sera beaucoup plus, puisque lorsqu'on vous avait consulté il y a quelque temps sur est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur cette trajectoire, vous avez été à quasi 100% à répondre oui, et donc vos témoignages, vos retours étaient très enthousiastes et j'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui pour continuer ce beau projet. Alors, la phase 1, donc, vous vous souvenez, en janvier, où nous avions, lors de nos vœux 2021, nous vous avions annoncé que nous allions lancer une première phase qui consistait justement à co-construire ensemble ces objectifs. Donc, vous avez été plus de 120 participants à 6 ateliers qui ont consisté donc à co-construire ensemble ces objectifs sur les 4 thématiques de la trajectoire Lucie 2030 et avec l'aide de 6 intervenants qui nous ont aidés justement à construire ces objectifs. Donc, les 4 thématiques de la trajectoire Lucie 2030, c'est climat et énergie, matières premières, biodiversité et richesse humaine, donc qui couvre l'ensemble des grands enjeux de la RSE. Donc aujourd'hui, nous avons abouti à 15 objectifs. Donc ce sont des objectifs que l'on veut de résultats, donc qui sont quantitatifs et mesurables pour justement traduire le progrès que vous allez réaliser à horizon 2030, qui puisse le plus possible être applicable à tous les membres de la communauté Lucie, quel que soit
votre secteur d'activité ou votre statut, que vous soyez une association, une collectivité ou une entreprise, et bien sûr qu'ils soient ambitieux, qui vont au-delà des objectifs déjà existants, avec des objectifs à minima, avec des seuils minimums et des seuils maximums à atteindre. Donc, le calendrier, c'est à horizon 2030. Donc, comme je le disais, avec un seuil minimum et un seuil haut pour permettre à tous de se positionner et de s'engager selon ses moyens et sa motivation à atteindre les objectifs. Et puis, nous allons pouvoir aussi décliner maintenant ces objectifs annuellement pour que vous puissiez voir quelles sont les progressions à réaliser annuellement pour atteindre les objectifs à horizon 2030. Et maintenant, je laisse la parole à Pauline pour présenter l'objectif, le premier sur climat et énergie. Merci Salia, bonjour à tous. Donc sur la partie climat et énergie, c'est un peu spécifique puisque les objectifs ont déjà été fixés par l'Union européenne et les accords de Paris. Donc en fait, l'idée sur le climat, ça a été de fixer un seul objectif et de pouvoir suivre ce qui avait déjà été mentionné dans ces différents accords et objectifs. Alors pour rappel, les accords de Paris ne fixent pas d'objectifs en pourcentage, mais bien des objectifs de limitation de réchauffement climatique, donc avec une limitation nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, 1990, et une volonté d'aller plus loin et de poursuivre l'action pour limiter les hausses en dessous d'un degré, 1,5 degré. L'Union européenne a retranscrit donc depuis les accords de Paris un pourcentage, donc entre 1990 et 2030, une volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55. Dans ces 55, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a donc 50 en net, des émissions nettes de l'organisation, et 5 en captation, c'est-à-dire qui peuvent être raccrochées à de la compensation par rapport aux émissions qui sont menées, qui sont faites par l'organisation. Les objectifs qu'on a fixés, nous, donc, pour la communauté Lucie, elles sont basées sur 2020, donc sur 10 années et non pas 40. La volonté, donc, pour le seuil minimum, ça va être de réduire les émissions de gaz à effet de serre des membres de la communauté qui s'engagent dans cette trajectoire à 50%, avec donc 50% d'émissions de gaz à effet de serre nettes, c'est-à-dire directement liées aux émissions que produit l'organisation, et une réduction seuil haut de 65% sur des émissions de gaz à effet de serre nettes, ou 80% si l'organisation décide d'y intégrer les compensations carbone. Cet objectif à horizon 2030, il ne peut être réalisé que si l'organisation sait d'où elle part. Donc l'idée, ça va être aussi être en 2021, dans un premier temps, de réaliser les bilans carbone des organisations. Donc ça a été notamment la thématique du premier atelier sur comment réaliser son bilan carbone, le premier atelier qui a eu lieu en février. Et l'idée, ça va être donc par la suite d'aborder point par point et enjeu par enjeu comment atteindre ces objectifs-là. Ce que vous voyez qui est mentionné sur cette slide aussi, c'est qu'on a décidé donc lors du premier atelier d'intégrer au périmètre de réduction les 3 scopes. Donc le scope 1 qui est directement lié aux émissions directes de l'organisation, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux sources d'émissions qui sont directement détenues ou contrôlées par l'organisation. Le scope 2 qui sont les émissions indirectes, qui sont notamment liées aux consommations énergétiques, à la consommation de chaleur, de vapeur, et cetera, liées aux activités de l'organisation. Et le scope 3 également, qu'on a décidé d'intégrer. Le scope 3 qui s'appelle donc les autres émissions indirectes, qui en fait est lié aux impacts plus larges sur l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire remonter sur tout ce qui va être approvisionnement, transport, achat de matières premières, et cetera, jusqu'à la fin de vie. Donc il n'est pas forcément directement lié à l'activité de l'organisation, mais sur un périmètre un peu plus large. Voilà, donc l'idée, ça va être d'intégrer ces 3 scopes pour calculer les émissions de gaz à effet de serre actuelles des organisations et pouvoir les réduire à horizon 2030. Voilà. Et puis comme le disait Salia, donc on pourra par la suite revenir le détail de la trajectoire et des objectifs à atteindre de façon annuelle. Vous aurez un exemple sur la partie climat de comment ça se décompose sur des objectifs annuels.
Voilà pour la partie climat qui est assez synthétique et rapide. Et du coup, je passe la parole à Lorraine sur la partie matières premières. Merci Pauline. Alors, est-ce que Lorraine nous a rejoint? Parce que je sais qu'elle avait une contrainte. Bien évidemment, Salia. Super. On va passer à la partie matières premières. Alors, la partie matières premières, ce qui est un peu différent de la partie changement climatique qu'on a pu voir dans la partie précédente, c'est que c'est un sujet moins couvert par des publications scientifiques, hein. Je ne veux pas du tout dire qu'il n'y a rien sur le sujet, mais il y a moins de consensus sur des indicateurs communs. Du coup, on a dû un peu se pencher sur la question et essayer de trouver quels indicateurs pourraient être pertinents, quels indicateurs pouvaient être utilisés, par exemple, à d'autres échelles ou dans d'autres pays pour pouvoir définir les indicateurs pertinents sur la question de la matière première. Alors, le premier sujet sur lequel on s'est penché et qui est le sujet qui a été le plus facile à trouver, c'est que l'Union européenne publie tous les 3 ans environ une liste de matières premières qui sont considérées comme critiques en matière d'approvisionnement. Donc, critique, je vous ai remis les petites définitions en bas de chaque slide. Ça veut dire qu'il peut y avoir un risque d'approvisionnement ou alors que c'est une matière un petit peu stratégique d'un point de vue économique. C'est le cas notamment de beaucoup de matériaux liés au numérique aujourd'hui qui sont des sujets importants sur ce sujet-là. Alors, à partir de ça, il n'y avait pas forcément de pourcentage défini dans la loi. Donc, on a fait des recherches et notamment, on a regardé combien aujourd'hui on pouvait sécuriser un petit peu l'approvisionnement de ces matériaux ou parce qu'on n'a pas forcément les mines en Union européenne pour récupérer ces matériaux-là. Donc, comment on pouvait s'approvisionner sur ces matériaux? Et la meilleure réponse, c'était l'utilisation de matériaux recyclés, puisqu'on en consomme une grande partie, on peut éventuellement en réutiliser. Pour définir notre seuil minimum, on s'est basé sur le taux de recyclé maximum de ces matières critiques qui pouvaient être atteintes. Donc, c'était de l'ordre de 28%. Donc voilà, ça nous a fixé notre seuil minimum. Et ensuite, on a pu regarder ce qui pouvait se passer dans d'autres pays pour définir notre seuil maximum de ce qui pouvait être atteint. Donc voilà, on a nos 2 seuils. Donc, objectif 2020, donc c'est un objectif à l'échelle de l'Union européenne, mais qui peut être transposé à l'échelle d'une entreprise. Regardez si on consomme des matières qui ont été éventuellement classées comme critiques par l'Union européenne, soit directement dans sa chaîne de production, soit vis-à-vis des fournisseurs. Et voilà, essayer d'intégrer, de sécuriser l'approvisionnement, d'intégrer du recyclé dans ces matériaux qui sont identifiés comme critiques. Donc ça, c'est notre premier indicateur qui se base sur une liste produite par l'UE. Ensuite, on a défini 2 autres indicateurs qui sont basés sur un outil qui est sorti en 2020, publié par l'ADEME, qui s'appelle le bilan matière. Non, c'est ça, c'était… c'est fait. Sur un outil qui s'appelle le bilan matière. Alors, c'est un outil qui a été proposé par l'ADEME, qui est libre d'accès. Vous pouvez aller le télécharger sur le site de l'ADEME si vous le souhaitez, qui se veut être l'analogue du bilan carbone, mais sur la question des matières premières. Et elle va fixer 2 indicateurs. Le premier, ça va être améliorer son efficience matière. Son efficience matière, c'est quoi? C'est la quantité de matières premières dans ses perdues, dans ses pertes, dans ses déchets, sur la quantité de matières premières entrantes. Et aujourd'hui, donc on a pu regarder sur certains secteurs d'activité, on est autour de 10% sur les entreprises françaises, c'est un petit peu variable selon les secteurs. Et on a regardé ce qui était atteignable, donc pour des entreprises qui ont fait des grosses démarches, quels étaient le avant-après qui étaient atteignables et ce qu'on pouvait se fixer comme objectif. Et du coup, l'objectif pour les entreprises, c'est de faire leur bilan matière. Le bilan matière, c'est vraiment adapté à des entreprises qui sont productrices de produits, qui ont des matières premières entrantes. Ces indicateurs sont moins adaptés aux entreprises de services.
Et donc voilà, donc il va falloir améliorer son efficience matière pour atteindre des taux de perte de l'ordre de 5% ou de 2% d'ici 2030. Donc à voir d'où vous partez aujourd'hui pour pouvoir atteindre ces marges-là. Vous êtes peut-être déjà sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est peut-être des indicateurs que vous suivez déjà au quotidien. Le taux de perte, c'est quand même quelque chose d'assez classique. L'indicateur qu'on va avoir juste après, c'est un indicateur qui est plus spécifique du bilan matière, qu'on appelle la vulnérabilité matière. En fait, le bilan matière, il vous aide à faire le tri dans les matières premières que vous pouvez utiliser dans vos process et coter ces matières premières selon des niveaux de criticité, alors que ce soit économique, environnemental, est-ce que réglementaire, est-ce qu'une réglementation risque de concerner le produit que je l'utilise? Est-ce qu'il a des conséquences environnementales fortes? Est-ce que mon approvisionnement se fait dans un pays à risque? Voilà, pour pouvoir définir quelles sont mes matières qui sont critiques. Et on va prendre voilà, toutes les matières qui rentrent dans notre process, les coter. Donc, il y a 4 niveaux. C'est niveau de criticité. Alors, je crois critique le plus fort, avéré, raisonnable, nul. Je n'ai pas forcément les deux bons termes pour les derniers, mais les deux niveaux du haut, c'est avéré et critique. Et l'idée, ce sera que dans sa chaîne de production, on réduise la quantité de matériaux qu'on utilise, qui sont un approvisionnement qui soit critique, que ce soit d'une question environnementale, économique, réglementaire, etc. Donc, objectif, seuil minimum de 20% maximum de matière dont le niveau de criticité est avéré ou critique, et seuil haut, 0% de ces matières-là. Donc ça, ce sont nos deux indicateurs liés au bilan matière. Donc les chiffres, ces deux outils ne vous parlent peut-être pas. Voilà, comme il est sorti en 2020, c'est quelque chose d'assez nouveau. Quand on a fait l'atelier avec les gens intéressés, ils n'avaient pas encore forcément découvert le bilan matière. Et du coup, dans les prochaines étapes, les prochains ateliers, pour ceux qui sont intéressés, on fera un atelier spécifique comme vous aviez pu faire mon bilan carbone, il y aura faire mon bilan matière pour qu'on puisse travailler là-dessus avec ceux qui le souhaitent. Et dernier indicateur, qui est peut-être l'indicateur le plus global et le plus précis selon moi, parce qu'il est bien cadré par les réglementations. En fait, il y a la loi de transition énergétique pour une croissance verte, donc loi de 2015, qui fixe des objectifs en termes de productivité matière. Alors, productivité matière, ça va être un indicateur qui est le PIB divisé par la quantité de matière nécessaire pour le fonctionnement d'un pays, pour faire simple. Et cet indicateur, on peut totalement le décliner à l'échelle d'une entreprise. Parce qu'on peut avoir, en faisant une espèce d'empreinte socio-économique, le PIB soutenu par l'entreprise, la tranche de PIB soutenue par l'entreprise, divisé par la quantité de matière qu'elle utilise pour son activité, les siennes et celles de fournisseurs. Et ce que je trouve très intéressant sur cet indicateur-là, c'est qu'il y a des objectifs qui sont fixés dans la loi à horizon 2030 déjà. Donc l'objectif, c'est des objectifs nationaux, mais qui peuvent se décliner à l'échelle d'entreprise également. Les objectifs sont voilà, à horizon 2030, donc par rapport à 2010. Contrairement à d'autres indicateurs qui sont plutôt en valeur absolue, là ce sera par rapport à la situation de 2010. Mais je pourrais vous donner des indicateurs. D'améliorer la productivité matière, la productivité ressources de 30%. Et en seuil haut, d'améliorer de 50% en 2030 par rapport à 2010. Ça veut dire quoi ? En fait, cet indicateur, je le trouve intéressant parce qu'il dit que pour créer de la valeur économique, de la valeur sociale, je dois utiliser moins de matières possibles, moins de ressources possibles pour générer autant de valeur économique et sociale. L'idée, c'est voilà, qu'on peut être capable de générer de la valeur économique et sociale en consommant moins de ressources, moins de pertes, moins de ressources. Et c'est notamment des indicateurs qui sont très pertinents sur des modèles de type économie de la fonctionnalité, qui vont permettre de mutualiser du matériel et pour un même service, une même valeur rendue à différents clients, limiter la productivité matière. Donc ça, c'est aussi des indicateurs qu'on va pouvoir voir dans les prochains ateliers. Normalement, il y a trois ateliers matière qui sont prévus prochainement. Un qui portera sur le bilan matière,
un qui portera sur comment calculer ma productivité matière et un sur l'éco-conception, qui est une thématique assez transverse à tous les sujets matières premières. Voilà, je sais que c'est des sujets un petit peu compliqués parce que moins connus, moins démocratisés que des sujets comme le carbone. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas intéressant de s'y intéresser. Je vous invite à venir aux ateliers. On va apprendre plein de choses sur ces nouveaux indicateurs et voir ensemble comment les calculer. Je laisse la parole. Alors, ça doit être à Michael. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Oui, Lorraine, je ne sais pas si tu peux rester avec nous jusqu'à la fin, mais peut-être te poser tout de suite les questions qui ont été remontées. Alors, on nous demande si on peut donner le lien pour la liste des matériaux définis comme critiques. Donc ça, oui, sans problème. Est-ce que vous pouvez préciser le calcul du PIB soutenu par l'entreprise? Oui. Alors, le PIB soutenu par l'entreprise, c'est des indicateurs qu'on peut calculer via des méthodes d'analyse socio-économique. Donc, le PIB soutenu par l'entreprise, on va avoir 3 échelles. C'est un peu l'équivalent des scopes, en fait, dans le bilan carbone. On va avoir l'équivalent du scope 1, même si c'est difficile d'utiliser des termes qui ne sont pas les mêmes. Ça va être ce qui est directement créé dans l'entreprise, c'est-à-dire sa valeur ajoutée. Ensuite, on va voir le niveau 2 qui va être la valeur rajoutée créée par ses fournisseurs par les achats que je fais chez eux. Donc, c'est-à-dire, voilà, quand j'achète tel matériau à mon entreprise, je génère de la valeur ajoutée chez lui parce que lui, il peut produire, il crée de la valeur par rapport à ce que je lui achète. Et enfin, il y a un dernier niveau, c'est je vais verser des taxes qui vont permettre de faire fonctionner du service public. Donc, je vais générer de la valeur ajoutée au niveau du service public et je vais verser des salaires à mes salariés qui, eux, vont eux-mêmes réinvestir dans l'économie et faire fonctionner l'économie parce qu'ils vont acheter au supermarché, parce qu'ils vont aller se faire soigner, parce qu'ils vont envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est quelque chose qui peut se mesurer. Je sais que c'est un calcul qui peut être plus ou moins compliqué, ça ne se fait pas instantanément. Je sais que sur Goodwill Digital, en quelques informations, votre valeur ajoutée, votre montant d'achat, on peut avoir cette notion de PIB soutenu par l'entreprise. Et du coup, c'est vraiment la contribution d'une entreprise au PIB national. Ce qu'on mesure, c'est une tranche de PIB avec ces méthodes-là. Alors Laurel, une autre question pour toi. Concernant les objectifs sur base 2010, si une entreprise n'existait pas encore en 2010, par rapport à quelle situation peut-elle se baser? Alors, ce qui est intéressant pour ce sujet-là, et je le détaillerai un petit peu, lors de l'atelier qu'on pourra faire sur ce sujet-là. On sait que donc, les objectifs, c'était par rapport à la base 2010. Donc, la France, on considère qu'elle était à 0% en 2010. Et aujourd'hui, en 2020, on sait qu'on a déjà atteint qu'on est à peu près à 15%. Donc, en fait, on peut recalculer ces objectifs en se plaçant à l'échelle 2020, disant la France a atteint moyennement le niveau de 15%. Donc, j'ai encore plus 15% à atteindre vis-à-vis de 2030. Ok, super. Lorraine, merci beaucoup. Est-ce que tu sais si tu peux rester avec nous et jusqu'à quelle heure? Je sais pas encore, mais je vais voir si je peux rester un petit peu jusqu'à la fin. Ok, très bien. Merci Lorraine. Hop. Et on va passer à la biodiversité avec Mickaël. Ouais, merci. Rebonjour à toutes et à tous. Sur la biodiversité, c'est un peu la même chose, hein, c'est un peu plus complexe que pour le climat. Alors, je ne dis pas que le climat est une matière facile à traiter, mais en tout cas, il n'y a pas un seul indicateur facilement identifiable comme les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, voilà, il a fallu se gratter la tête pour arriver à trouver des indicateurs. Ça, c'était tout le travail qu'on a effectué depuis la convention de novembre dernier. Donc, on est parti sur une approche par facteur de pression. En fait, les facteurs de pression, c'est en fait ce qui va causer l'érosion de la biodiversité. En fait, les entreprises, par leur activité, directe ou indirecte, vont avoir en fait une influence sur ces facteurs de pression. Et c'est ce qui va créer de l'impact sur la biodiversité. Et donc, il s'agit de déterminer à quel point les entreprises vont participer à l'érosion de la biodiversité. Donc, on a déterminé 4 grands enjeux, en fait.
correspondant à ces facteurs de pression sur lesquels on va travailler, en fixant des objectifs et des indicateurs pour chaque. Et donc, ce sont les 4 que je vais vous présenter maintenant. Il faut savoir que pour la plupart, en fait, on a essayé pour les objectifs de coller à ce qui est en préparation en termes d'objectifs globaux sur ces enjeux de biodiversité, notamment dans le cadre de la feuille de route qui est en préparation pour la COP15 de Kunming qui aura lieu normalement d'ici la fin de l'année. Donc Kunming, c'est en Chine. Et cette COP15, puisque pour la biodiversité, il y a aussi des COP, ces conférences internationales, eh bien, la feuille de route est encore en préparation, donc il y a des indicateurs qui sont déjà déterminés, mais il n'y a pas d'objectif encore totalement fixé dessus. Mais en tout cas, dans ce qui est en préparation, on a essayé de s'aligner au plus près dans le cadre de ces objectifs aussi pour cette trajectoire de 2030 de la communauté Lucie. Alors, le premier objectif, c'est de lutter contre l'artificialisation des sols. Alors, l'artificialisation des sols, ça peut paraître être un terme un petit peu technique, mais c'est tout simplement en fait remplacer une surface naturelle par du bâti, c'est-à-dire qu'on va raser une surface naturelle, on va raser, alors ça peut être une surface réduite verte, mais ça peut être tout un écosystème pour y construire quelque chose, des routes, des bâtiments, etc. Et donc, ça, c'est un fléau, puisque en France, on est en moyenne à la perte d'un département, enfin l'équivalent de la surface moyenne d'un département français tous les 7 ans. Donc, on a une France qui s'artificialise de plus en plus. Donc, on a de moins en moins de surface naturelle au profit de surfaces artificielles. Donc, c'est ça l'artificialisation des sols. Et donc, quand on parle d'artificialisation nette, eh bien, c'est le bilan entre tout ce qu'on va détruire comme surface naturelle pour construire, pour mettre de l'artificiel à la place, et tout ce qu'en face, on va, toute surface construite qu'on va retransformer en surface naturelle. Et donc, le bilan, au final, ça vous donne l'artificialisation nette. Et donc, le premier objectif, qui est un seuil minimum à atteindre, ça, c'est le seuil mini, c'est d'arriver à 0 artificialisation nette. Et il faut savoir que ça correspond aussi à une politique par le gouvernement qui est en place. Alors, ce n'est pas l'objet d'une loi, mais en tout cas, il y a une feuille de route ZAN, 0 artificialisation nette, qui est en cours. Et donc, l'objectif, c'est que la communauté y participe également. Et puis, le seuil haut, eh bien, ça va être de faire moins 20% sur cette artificialisation. Et c'est-à-dire que là, le bilan va être positif. En fait, on réduit son artificialisation, mais on va recréer de la végétalisation. Donc ça, on peut le faire soit sur un site, par exemple, en remplaçant une surface artificielle extérieure qui est bétonnée par une surface avec de la biodiversité, en revégétalisant le sol. Mais si on n'a pas de possibilité de le faire au sol, on peut aussi végétaliser ces bâtiments. Donc, il y a pas mal de solutions qui existent là-dessus. Mais en tout cas, ça va être un sujet très intéressant qu'on va traiter en atelier avec le reste des sujets. Voilà, donc ça, c'est le premier enjeu sur cette trajectoire biodiversité. Le deuxième, ça concerne, c'est sur le slide suivant, la réduction des substances polluantes, le rejet de substances polluantes, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre fléau. On a un maximum de substances biocides, d'engrais minéraux, de plastique aussi, qui est un fléau. Alors, on a mis ici les définitions techniques. Il faut savoir que dans cet intitulé, c'est assez réducteur, mais il s'agit de traiter en fait la réduction de tout ce qui est substances les plus polluantes. Donc, on a aussi des substances qui n'apparaissent pas là dans cet intitulé. Mais en tout cas, comme ce sera probablement l'objectif aussi de la COP15, le seuil minimum, ce sera de réduire de moins 50% le rejet de ces substances. Ça, c'est le seuil bas. Et le seuil haut, ce sera de réduire de moins 90%, parce que là, il y a vraiment besoin de mettre la barre très haut
parce qu'on part de très très loin. Là, la situation est vraiment très très inquiétante sur ce sujet. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel certaines entreprises peuvent se sentir pas forcément concernées. Par exemple, quand on est une entreprise de service, on se dit, bon, ben, moi, je ne rejette pas de substances polluantes. Bon, il faut savoir aussi que sur ce sujet, on est parti, comme sur le climat, hein, il y a des scopes, on est parti sur le scope 3 parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, sur tous ces sujets, on prend non seulement les activités directes de l'entreprise, mais aussi toute la phase amont et aval de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, si vous avez, par exemple, des ordinateurs, des appareils électroniques, bah, vous savez que c'est bourré de terres rares et de substances polluantes qui, quand on va en fait désosser des ordinateurs, eh bien, la plupart du temps, ça finit dans les milieux naturels, dans des décharges en Afrique ou à l'autre bout de la planète. Et si on ne maîtrise pas bien sa chaîne de valeur là-dessus, eh bien, on a un impact fort sur la biodiversité et on en est responsable. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à vraiment identifier là où sont nos impacts dans notre chaîne de valeur sur le scope 3 et de trouver les moyens de les réduire en atteignant ces objectifs. Et ça, c'est pareil, on va y travailler. Alors, l'enjeu suivant, là, c'est sur la perte c'est sur la surexploitation des espèces animales et végétales. Donc là, vous êtes tous conscients en fait de la surexploitation des ressources, hein. Voilà, chaque année, en fait, il y a le WWF qui publie le jour du dépassement, hein. Donc c'est le jour où en fait on a consommé toutes les ressources que la planète était capable de régénérer en un an. Et bien, en 2020, on avait atteint ce jour du dépassement au 22 août. Hein. En 2000, c'était le 1er octobre. Voilà, de plus en plus, on avance dans l'année, si bien qu'on va bientôt être face à un mur là-dessus. Et donc, il y a vraiment besoin de maîtriser cette exploitation des ressources animales et végétales. Et donc, c'est pareil hein, sur le scope global de l'entreprise. Il s'agit de viser en seuil bas pas plus de 20% d'espèces surexploitées, directement ou indirectement, sur l'ensemble des espèces qui sont exploitées pour l'activité de l'entreprise. Et en seuil haut, pas plus de 5%. Voilà, donc ça aussi, ce sont des objectifs ambitieux, mais on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir des objectifs ambitieux si on veut répondre à la hauteur de l'enjeu. Et puis le dernier enjeu, et pas des moindres, c'est celui de la déforestation. Autre fléau, hein, vous entendez tous parler de la déforestation massive qu'il y a en Amazonie. On le voit aussi partout sur la planète, hein, sur tous les continents, il n'y a aucune exception. Il y a aussi des interactions avec le changement climatique qui crée des incendies et qui crée de la déforestation également. Donc, c'est une thématique complexe. Et en tout cas, dans la chaîne de valeur de l'entreprise, on a souvent des impacts aussi sur la déforestation. Et ça, c'est important d'arriver à bien identifier là où on a des impacts dans sa chaîne de valeur. Il faut souvent aller vraiment rechercher et gratter sur la phase aval en fait, de son activité, parce que dans beaucoup d'activités, quand on remonte la chaîne de valeur, si on fait bien son travail, on va trouver des facteurs de déforestation. Et donc, là, le seuil bas, il est à 0 déforestation nette à 2030 hein, par rapport à une base 2020. Et l'objectif et le seuil haut, c'est d'arriver à avoir 20% de reforestation nette. Donc, voilà, déforestation nette, hein, c'est là aussi le bilan entre ce qu'on a détruit comme surface de forêt par rapport à ce qu'on a recréé en termes de reforestation. Voilà, donc zéro artificialisation nette, ça c'est pareil, zéro déforestation nette, pardon, ça correspond à une stratégie nationale hein, qui est la SNDI, la stratégie nationale contre la déforestation importée,
Donc, voilà, donc il y a une feuille de route également du gouvernement à ce sujet. Et il y a également une déclinaison pour les achats publics. La feuille de route française vise zéro déforestation importée en 2030. Donc, on s'aligne là-dessus pour la communauté Lucie en termes de seuil bas. Et puis, il y a également pour les achats publics un document qui existe une stratégie établie par le gouvernement pour zéro déforestation d'ici 2022. Donc là, c'est vraiment très ambitieux. Mais on pourra partager sur tout ça lors des ateliers. Voilà, donc encore une fois, c'est un sujet passionnant. On a fait ce travail de détermination des objectifs, des indicateurs et de la trajectoire à 2030 par an ou progressif pour arriver à ces objectifs. Et maintenant, l'idée, ça va être de se gratter la tête ensemble pour voir comment on fait pour atteindre ces objectifs, ce qui sera la suite de ces ateliers. Et j'ai très hâte de travailler avec vous là-dessus. Voilà. Et donc, je passe la parole à Héloïse pour Richesse humaine. Bonjour, merci beaucoup Mika. Donc, bonjour à tous. Du coup, on va parler un petit peu des richesses humaines. Donc déjà, pour ceux qui n'étaient pas là au dernier webinaire, on a décidé vraiment d'utiliser le terme richesse humaine parce qu'on considère que l'homme n'est pas du capital pur et que l'homme est avant tout une richesse dans l'entreprise. Et c'est vraiment pour cela qu'on a pris ce terme-là. Alors, aujourd'hui, on sait que la qualité de vie au travail favorise l'implication, que c'est vraiment un facteur clé de succès pour avoir des retombées positives, avoir des salariés qui sont motivés et qui sont autonomes en entreprise. Mais en ce moment, on est vraiment dans un contexte qui est un petit peu particulier. Depuis 1 an, la pratique du télétravail a été multipliée par 10. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de mesurer un petit peu, de sonder ses salariés et puis de mesurer les progrès et d'avoir des indicateurs qui peuvent mesurer tout ça avec des objectifs qui sont suffisamment ambitieux. Alors, en termes de qualité de vie au travail, il y a donc notamment un indicateur qui est plutôt un indicateur de ressenti qui s'appelle le taux de loyauté. Alors, ce taux de loyauté, il permet en fait de savoir à travers un certain nombre de questions si le salarié, donc votre salarié, recommanderait votre structure à un ami. Donc ça peut être une dernière question qui est plutôt une question de ressenti et qui est plutôt une question qu'on pose à son salarié, souvent à la fin d'un baromètre social. Ce baromètre social, on va le déterminer dans le prochain atelier qui aura lieu le 6 mai, qu'on a déjà un petit peu constitué avec l'ARACT, qui est l'association avec laquelle on travaille en partenariat pour l'amélioration des conditions de travail, qui vont donc nous proposer une 50aine de questions dans un questionnaire, et puis aussi nous informer au-delà des questions et au-delà du contenu, nous informer déjà comment maximiser la participation à ce baromètre, mais aussi comment bien interpréter les résultats derrière pour mettre en place des actions concrètes et efficaces. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce baromètre social. Et puis aussi, à quelle fréquence, est-ce qu'en temps de Covid, on doit faire davantage de sondages et de questionnaires et augmenter la fréquence. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'on va aborder la semaine prochaine. Et donc, la dernière question, ce sera concernant le taux de loyauté, qui est vraiment un indicateur fort en termes de ressenti. Voilà. Après, donc, toujours dans favoriser l'épanouissement des collaborateurs et leur implication, on a un sujet qui est fort autour de la compétence et de l'évolution professionnelle en interne de ces collaborateurs. Donc là, on a décidé de prendre comme indicateur la part de formation qui est proposée à ces salariés hors CPF. Donc là, il y a vraiment une part autour de 25% de salariés sur le total qui ont bénéficié pour un seuil minimum et de 100% qui auraient bénéficié dans l'année d'une formation hors CPF. Il y a aussi un intérêt et un sujet autour du catalogue de formation que vous proposez à vos salariés. Est-ce que c'est simplement des formations qui sont uniquement sur leur fiche de poste, sur leur travail quotidien, ou est-ce que c'est un peu plus large que ça? Est-ce qu'on aborde des sujets qui peuvent les intéresser aussi à titre personnel et qui peuvent les intéresser aussi en vue du contexte en ce moment actuel? Voilà. Donc, c'est aussi le contenu qui sera proposé dans ce catalogue de formation.
Donc, pour continuer sur les objectifs, donc là, on est plutôt sur la deuxième partie de thématique qui est davantage favoriser la diversité et la mixité en entreprise et notamment à travers l'égalité et la parité homme-femme. Là, l'indicateur qu'on a décidé de conserver, c'est un indicateur qui est vraiment un indicateur de constat, un indicateur de résultat, qui est donc garantir 0 écart de rémunération entre les hommes et les femmes à âge, poste et expérience équivalente. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'inégalités hommes-femmes, entre 10 et 15% d'inégalités salariales entre les hommes et les femmes, malgré l'âge, poste, expérience équivalente. Donc voilà, encore une totale discrimination. On a quand même une tolérance de 2% autour de cet objectif, tout simplement pour des critères à l'embauche qui peuvent différer et qui peuvent un petit peu expliquer cette tolérance. Ensuite, donc pour le 13e objectif, donc là, on va parler vraiment d'inclusion par rapport au taux d'employabilité de personnes fragilisées, de personnes qui sont éloignées de l'emploi pour diverses raisons. Ça peut être pour des raisons de manque de formation ou de manque de diplôme, donc des personnes qui seraient plutôt amenées à être dans des parcours d'insertion, par exemple, ou alors des personnes en situation de handicap, même si on sait donc déjà qu'aujourd'hui, l'AGEFIP impose à des personnes, aux entreprises d'une certaine taille, une employabilité de personnes en situation de handicap à 6%, qui est un objectif qui peut être difficilement atteignable pour certaines entreprises, donc qui se battent pour essayer de recruter ces personnes, ces populations fragilisées. Là, le but, c'est aussi, on parle aussi d'emploi indirect, c'est-à-dire on va prendre en compte également tout ce qui peut être prestations de sous-traitance ou prestations, tout ce qui peut être, je décide de sous-traiter une partie de ma production à des ESAT ou à des entreprises ou des chantiers d'insertion. Donc donc on est sur un seuil minimum de 10% et sur un niveau haut de 15%. Donc le 14e, donc l'avant-dernier objectif, donc développer son empreinte locale et les synergies territoriales. Là, c'est vraiment quelle collaboration je vais être amenée à faire sur mon territoire localement, à moins de 250 km. Est-ce que je vais créer des partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec des associations? On va prendre en compte tout ce qui est achat, mais aussi auprès de fournisseurs locaux au plus proche et au plus engagé possible, donc avec un seuil minimum de 10% et un seuil haut de 25%. Et enfin, donc, pour terminer, le 15e objectif, qui est donc la réduction. Donc là, on repart un petit peu sur la thématique santé, sécurité au travail et sur favoriser donc, le bien-être de mes collaborateurs à travers la limite des accidents de travail. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce que je vais réduire le taux de fréquence de ces accidents de travail dans mon organisation. Et là, on sait qu'il y a un gros enjeu, mais comme dans un petit peu la majorité de tous ces sujets sociaux, il y a un gros enjeu autour de la prise en considération de votre secteur d'activité et aussi de la taille de votre organisation. Donc, on le prend bien en compte. C'est pour ça que les objectifs RH sont du coup un peu plus malléables que les objectifs purement écologiques et environnementaux. Donc là, on va prendre par rapport à la fréquence de votre secteur, donc un seuil minimum de moins 25%. Donc, je fais plus attention à mes accidents de travail. J'ai vraiment une baisse significative. Donc, ça, c'est quand même un indicateur de constat et de résultat qui est fort. Et un seuil haut, par rapport à une base de 2020, de moins 50% de réduction de mes accidents de travail à horizon donc 2030 pour avoir le seuil maximum sur ces objectifs-là. Voilà, donc pour terminer, vraiment, donc, on sait qu'il y a vraiment un lien, on l'avait vu avec Martin Richer lors du 2e atelier de la phase 1, on sait qu'il y a vraiment une corrélation très forte entre l'augmentation de ma productivité, l'augmentation même de ma valorisation financière et boursière pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Il y a pas mal d'études qui ont été créées et le lien entre l'implication de mes salariés, l'implication dans la qualité de vie au travail de mes salariés
et donc la performance économique de mon organisation. On a fait donc, j'avais fait un petit état des lieux et un compte-rendu de deuxième atelier écrit à travers un article. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien sur la conversation pour que vous puissiez avoir accès à cette synthèse notamment de l'interview de Martin Richer qui était très, très intéressante et qui reprend un petit peu tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci, je laisse la Héloïse. parole à Salia. Merci. Alors, donc, vous venez donc de découvrir les 15 objectifs de la trajectoire Lucie 2030. Et maintenant, pour vous illustrer comment ça va être traduit annuellement, parce que qui dit trajectoire dit chemin à parcourir, et donc les objectifs qui ont été fixés à horizon 2030 vont pouvoir se décliner annuellement pour qu'on puisse voir la progression et que vous êtes bien en chemin pour atteindre les objectifs à horizon 2030. Donc là, vous voyez par exemple pour l'objectif numéro 1, contribuer à la neutralité carbone. Vous voyez le seuil minimum qui a été fixé à moins 50% des émissions de gaz à effet de serre net, scope 1, 2 et 3. Et j'en profite pour répondre à une des questions sur est-ce qu'on peut s'inscrire dans l'objectif si on a mesuré que le scope 1 et 2 ? Eh bien, pour pouvoir savoir si vous avez atteint l'objectif, vous devez mesurer vos émissions sur les 3 scopes. Donc, au départ, il faut avoir cette mesure sur les 3 scopes pour que vous puissiez à la fin, et puis chaque année, et à la fin, à horizon 2030, savoir si vous avez effectivement atteint l'objectif. Donc, ça se fait bien sur ce périmètre-là, le scope 1, 2 et 3, qui prend donc en compte les émissions directes et indirectes. Donc là, vous voyez les seuils donc minimum, moins 50%, et puis les seuils hauts, donc moins 65% des émissions nettes et moins 80% si on inclut les compensations. Et donc annuellement, pour le seuil minimum, moins 50%, ça se traduit en moyenne géométrique par année si on démarre à 2022, considérons qu'en 2021, ce sera l'année où vous allez évaluer vos émissions de gaz à effet de serre, donc faire votre bilan carbone pour pouvoir avoir votre valeur de départ. Et donc, vous allez avoir donc en moyenne moins 7% de réduction à réaliser par rapport à l'année précédente jusqu'à 2031. Donc, où là, si vous respectez bien ce rythme-là de moins 7% par an, vous allez réduire de moins 50% vos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, si on regarde les seuils hauts, moins 65%, ça équivaut à moins 10% de vos émissions nettes. Et incluant la compensation, ça revient à moins 15% par an. Alors, maintenant, comment ça va s'intégrer la trajectoire Lucie 2030 dans les solutions que propose l'agence Lucie, les différentes possibilités de s'engager dans la RSE, parce que l'idée derrière, c'est d'engager la communauté Lucie à mettre la barre plus haut. Et donc, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, donc comme vous le savez, chez Lucie, on propose des démarches thématiques, des labels thématiques qui permettent de répondre à certaines thématiques comme Envol sur le plan environnemental, NR sur le numérique responsable et Biodiversity Progress sur la biodiversité. On a nos deux labels qui couvrent tout le périmètre de la RSE. Le label Premier Pas, Toumaï, et puis surtout le label Lucie 26000, qui est donc un label de démarche d'amélioration continue, donc basé sur l'ISO 26000, et qui vous permet de vous engager et de progresser de cycle en cycle sur votre démarche RSE. Eh bien, la trajectoire Lucie 2030, nous allons l'intégrer en créant 2 niveaux supplémentaires pour justement maintenant rentrer, amener la communauté Lucie à intégrer une stratégie d'impact positif. Et donc, on va avoir 2 niveaux supplémentaires sur le label Lucie, qu'on va appeler le label Lucie Impact, un niveau qui, pour les organisations qui
accepteront de mettre de se positionner sur le seuil minimum, et le label Lucie positive pour les membres de la communauté qui vont s'engager sur le seuil haut. Désolé, petit souci d'animation. Donc voilà, si en fait vous avez la possibilité, soit si vous décidez de ne pas vous engager dans la trajectoire, eh bien vous continuez vos démarches de labellisation telles qu'aujourd'hui, avec notamment le label Lucie 26 000, vous allez progresser dans votre démarche de cycle en cycle. Mais si vous choisissez d'intégrer la trajectoire Lucie 2030, si vous vous positionnez sur le seuil minimum, vous pourrez viser le niveau label Lucie Impact, et sur le seuil haut, ce sera le label Lucie Positive. Alors, du coup, on lance l'appel maintenant à volontariat pour s'inscrire dans la trajectoire Lucie 2030. Et donc, on a créé un petit questionnaire auquel vous pourrez répondre et qu'on va vous transmettre par la suite, pour que vous puissiez vous positionner et nous dire est-ce que vous êtes prêt à vous lancer, et sur quel seuil du coup. Est-ce que vous visez le seuil minimum, ou est-ce que vous visez le seuil haut, et du coup vous positionnez sur une trajectoire Lucie Impact, ou bien sur une trajectoire Lucie positive. Donc on lance maintenant les inscriptions, et on voudrait donc avoir votre positionnement par rapport à ces objectifs maintenant que vous les connaissez. Alors maintenant, ensuite, les prochaines étapes, donc on va lancer la phase 2, maintenant que nous avons nos objectifs qui ont été identifiés et quantifiés. Nous allons, à partir du mois de mai, organiser 12 ateliers, donc à raison de 3 ateliers par thématique, pour maintenant travailler sur le comment atteindre ces objectifs à horizon 2030 et ces différents seuils minimum et haut. Et bien sûr, l'année 2021, ça va être l'année de départ pour viser ces objectifs, et donc ça implique notamment de mesurer dans vos organisations notamment par exemple vos émissions de CO2, faire vos bilans de matière, etc., si vous vous engagez sur ces objectifs-là. Parce que ce sont les valeurs qui vont vous permettre d'avoir la valeur de départ, de référence, pour pouvoir viser les objectifs à horizon 2030. Alors, le format des ateliers, ça va être sur le même format que la phase 1, pour ceux qui ont participé, vous connaissez bien maintenant. Donc, avec toujours une luciole pour piloter les ateliers, avec des experts, avec l'appui d'experts que nous allons mobiliser. Donc, les 3 objectifs de ces ateliers, ça va être de sensibiliser, de vous apporter des contenus de qualité, de l'information, des compétences à travers un peu de formation sur les sujets des 4 thématiques de la trajectoire, d'avoir des solutions, de vous présenter des solutions qui existent sur le marché, qui soient gratuites ou payantes, qui peuvent vous aider à accéder, à avancer sur ces objectifs. Par exemple, comment faire son bilan carbone, quels sont les outils existants, comment réaliser son bilan matière, quels sont les outils existants qui sont disponibles. Et puis avoir des retours d'expérience, donc des partages de bonnes pratiques. Donc ça aussi, on va donc mobiliser notamment les membres de la communauté Lucie qui sont engagés déjà sur ces thématiques-là, pour aussi donner leur retour d'expérience et les actions qu'ils ont déjà mis en place. Donc, ce seront des formats avec des groupes de 15-20 participants pour vraiment favoriser les échanges. Donc avec un format court aussi en fin de journée, pour pouvoir être accessible à tout le monde dans les agendas. Donc il faut bien comprendre que ces ateliers-là, ça ne va pas être des ateliers qui vont être du conseil, hein. C'est pas le rôle de ces ateliers, c'est pas le but.
c'est de vous apporter voilà, de l'information, des retours d'expérience, des solutions qui sont existantes, qu'on aura identifiées avec des experts qu'on fera intervenir. Donc voilà, pour vous faciliter en fait l'atteinte des objectifs à horizon 2030. Alors, on va mettre aussi en place, c'est déjà mis en place, un outil qui s'appelle Mattermost. On vous a envoyé les liens pour vous inscrire sur cet outil qui est vraiment très, très simple. Et c'est un super outil collaboratif pour pouvoir échanger, donc qui est ouvert à tous les membres de la communauté Lucie pour pouvoir partager des ressources, des liens, des bonnes pratiques, des outils éventuellement aussi que vous voudriez partager avec les autres membres de la communauté. Et donc, on a créé des canaux, donc des canaux thématiques. Il y en a notamment un canal par thématique pour les 4 grandes thématiques. Et donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser, cet outil, pour vraiment partager un maximum et mutualiser les ressources dont on dispose au sein de la communauté Lucie. Le planning donc de la phase 2, donc vous voyez ici les dates des prochains ateliers qui vont avoir lieu sur les 4 thématiques de la trajectoire, donc qui vont s'étaler entre le mois de mai jusqu'à décembre 2021. Et bien sûr, là, en 2022, on poursuivra, mais là, on vous donne le planning pour 2021. Et donc, je vais laisser la parole à chacun pour présenter la thématique sur quoi ça va consister le prochain atelier. Pauline, je te laisse dire pour climat et énergie. Oui, merci. Alors, pour climat et énergie, l'objectif est unique, mais l'idée, c'est de pouvoir adresser les enjeux selon l'analyse du cycle de vie. Et l'analyse du cycle de vie, ça commence par les achats. Donc, l'atelier 2 du mardi 25 mai, donc 17h, 18h30, sera sur les achats. L'idée, c'est de pouvoir, dans un premier temps, vous présenter un outil, donc un outil qui a été développé par l'ADEME sur l'impact lié directement au climat des achats. Alors, évidemment, c'est un sujet très transverse, les achats, vous le retrouvez à peu près dans toutes les thématiques, mais là, on l'abordera sous l'angle enjeux climatiques. On pourra ensuite avoir un témoignage d'un membre de la communauté qui a déjà mis des actions de la sorte en place. J'appelle d'ailleurs qui veut témoigner à m'envoyer un mail pour qu'on puisse en discuter par la suite. Et puis, on pourra ensuite se garder une demi-heure pour échanger sur ce sujet, poser des questions et avancer ensemble sur cette thématique-là. Voilà. Et les ateliers 3 et 4 suivront ces enjeux-là par la suite. Alors, je ne sais pas si Lorraine est encore avec nous. Bon, elle a dû partir du coup. Je suis là. Ah, ok. On a 3 ateliers prévus. Alors, on n'a pas encore décidé dans quel ordre on allait les faire. On va avoir un atelier spécifiquement sur le bilan matière pour comment réaliser son bilan matière, qui sera sûrement le premier atelier. Un deuxième atelier sur comment mesurer la productivité matière de son entreprise. Et je pense que le dernier, une fois qu'on aura bien pu identifier les indicateurs, sera sur l'éco-conception, produits et services. Quels outils? L'analyse de cycle de vie, c'en est un. La checklist, c'en est une autre. Le bilan carbone, c'en est un autre. Le bilan produit, qui est une ACV simplifiée, c'en est un autre. Comment s'y retrouver pour faire de l'éco-conception de ces produits et de ces services. Donc voilà, ça peut être amené à changer, mais pour l'instant, ça semble être ce qui se dessine pour les 3 prochains ateliers. Super, merci Lorraine. Michael? Alors pour biodiversité, notre prochain rendez-vous, ce sera le 22 juin, où en fait on va procéder par des ateliers par enjeu. Et donc le premier atelier, on traitera la thématique de l'enjeu de rejet de substances polluantes. Voilà, donc on réfléchira à comment trouver les moyens d'atteindre les objectifs qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on vous présentera un outil qu'on a dans la communauté Lucie, notamment via le label Envol, qui permet d'identifier ces consommations de substances et de rejets
et puis également d'identifier et d'analyser son niveau d'impact sur toutes ces consommations et rejets de substances. Donc ça, c'est un outil assez intéressant. Il sera appuyé par le témoignage d'une entreprise qui l'a utilisé. Et puis, on aura normalement aussi un consultant ou une consultante qui sera là pour apporter des compléments d'information et des tuyaux complémentaires. Et puis, évidemment, il y aura une partie de réflexion entre nous, de partage d'idées et d'expériences entre participants. Ce sera le but de l'atelier. Et puis, sur les 2 ateliers suivants, on n'a pas encore déterminé les thématiques. Mais en tout cas, entre tous ces ateliers, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'échanges aussi via la plateforme Mattermost, où on va échanger beaucoup de contenu, notamment sur des outils de mesure d'impact biodiversité, mesure du niveau de dépendance également. Mais ça pourra concerner aussi tout type d'informations sur les différents enjeux que l'on a vus. Et évidemment, l'idée, c'est que ce ne soit pas seulement des infos descendantes de la part de Lucie, mais l'idée, c'est que chacun soit acteur et contribue aux réflexions entre chacun des ateliers, puisqu'il ne s'agit pas de travailler uniquement pendant ces temps d'atelier, mais de façon continue. Et donc, la plateforme Mattermost est déjà un outil précieux à utiliser sans limite. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver sur Mattermost et puis pour travailler directement en live le 22 juin. Et Héloïse. La parole à Héloïse. Ouais. Alors du coup, nous, le prochain atelier, ce sera donc la semaine prochaine, le jeudi 6 mai, avec du coup en partenariat avec le responsable de l'ARACT Île-de-France, qui va nous présenter le baromètre social qu'on a co-créé et qu'on va en fait co-créer ensemble, même si la majeure partie du squelette du baromètre est déjà constituée. Et surtout, après, on va avoir donc ces préconisations pour bien utiliser ce baromètre, bien interpréter les résultats. Donc, comment l'adapter aussi en fonction de la taille de son organisation pour avoir une version qui soit la plus souple et surtout la plus adaptée à votre secteur et au nombre de salariés présents dans votre structure. Ensuite, on va faire une petite, voire une grande trêve du coup, pour l'été et on reprendra en octobre avec des sujets donc, autour plutôt de la diversité et de la mixité en entreprise, donc sûrement sur la parité homme-femme, mais ça, c'est encore un sujet qui a à voir. Et après, on est aussi très ouvert, on pourra en parler la semaine prochaine sur des sujets autour notamment du management à distance, qui peut être un sujet assez important en ce moment. Donc, si jamais il y a vraiment un besoin fort qui ressort sur des sujets potentiellement liés au contexte ou autres, on sera vraiment à votre écoute au prochain atelier, comme on a encore le temps de déterminer, de figer les sujets pour le dernier semestre. Voilà, donc encore un peu de marge de flexibilité par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci Héloïse. Donc, on est arrivé à la fin de toutes les informations qu'on voulait vous donner pour ce webinaire. On va maintenant répondre à vos questions. Donc, je vais regarder les questions que vous avez posées. Quand on contribue à la trajectoire, doit-on contribuer à tous les objectifs ou bien peut-on les choisir? Eh bien, excellente question. C'est effectivement une question qu'on s'est posée par rapport à ces objectifs. Donc, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est que vous vous engagiez sur l'ensemble des objectifs parce que ces objectifs permettent de couvrir ces 4 thématiques et donc d'être une organisation résiliente à horizon 2030. Donc, il n'y a pas les enjeux biodiversité, énergie-climat, matières premières et richesses humaines sont tous au même niveau d'importance à atteindre, en tout cas pour être résilient à horizon 2030. Après, effectivement, on y réfléchit sur est-ce que potentiellement on permettrait de s'engager que sur une thématique parce que dans certains cas, pour certaines entreprises, ça va peut-être être compliqué d'adresser les 4 thématiques parce qu'elles n'ont pas les moyens de travailler sur les 4. Et donc, ça permettrait d'engager le plus grand nombre des organisations. Donc là-dessus, on va
en toute transparence, on n'a pas encore tranché, mais on va revenir vers vous là-dessus pour affiner cette mise en œuvre. Alors ensuite, il y avait une question de Bertrand. Pourquoi accepter la surexploitation des ressources? Alors peut-être, Mickaël, tu peux revenir sur cet objectif pour bien expliquer comment ça a été défini, les seuils. Oui, alors effectivement, il s'agit de mettre le curseur à un certain niveau. Hein, et là, effectivement, on a un objectif haut qui reste un petit peu dans une phase de surexploitation. Ça reste malgré tout un objectif ambitieux hein, parce qu'on part de très loin. Là, aujourd'hui, la surexploitation des espèces, alors bon, on ne peut pas donner de chiffre général parce que ça dépend beaucoup de quelle espèce animale ou végétale on parle, mais on est à des niveaux vraiment extrêmement élevés aujourd'hui. Et donc là, ce sont des objectifs ambitieux malgré tout. Alors, il faut savoir, et ça c'est valable pour tous les objectifs qui ont été fixés hein, sur les différentes thématiques, qu'on pourra regarder aussi tout au long de la trajectoire comment se passe en fait le travail de réduction des objectifs. Et évidemment, si on a possibilité d'aller plus loin que ces seuils et qu'on se rend compte que c'est faisable d'aller plus loin et d'arriver par exemple à un objectif de 0%, bien sûr qu'on le fera. Hein, mais en tout cas, en termes d'ambition, là c'est ce qui est ressorti de ces ateliers de co-construction de ces objectifs, eh bien, c'est d'arriver à ces seuils avec un minimum de tolérance quand même, malgré tout. Tout à fait. Ensuite, on a une autre question. Je regarde. A-t-on un outil de bilan de gestion de gaz à effet de serre mis à disposition par Lucie? Demander de l'engagement avec la force du groupe pourrait faire sens, je pense, surtout en termes de coûts. Alors là-dessus, comme on vous disait, hein, lors des ateliers qu'on va faire lors de la phase 2, on va pouvoir identifier des outils qui pourraient être existants, qui pourraient être proposés à la communauté Lucie. Après, c'est effectivement, il peut y avoir un intérêt à s'engager sur un outil pour pouvoir effectivement réduire le coût. Mais voilà, ça reste du coup encore à définir. Nous, on ne va pas vous préconiser en tout cas un outil en particulier, mais on vous apportera en tout cas les informations sur des outils qui peuvent être existants. Et effectivement, s'il y a une volonté de s'engager, de se mettre d'accord sur un outil, et on pourra intervenir en tant que facilitateur sur ce plan-là. Salia, je me permets d'intervenir sur ce point-là. Je pense que c'est aussi le rôle de Mattermost, c'est qu'on puisse chacun partager les outils, que certains membres ont déjà utilisé, les points forts, les points faibles, etc. Et que vous puissiez aussi, je pense notamment à des membres de la communauté type Goodwill ou Strego qui font des bilans carbone, pouvoir proposer aussi des réductions ou des donc entre membres, ce qui est aussi le rôle de la communauté Lucie. Donc venez tous sur Mattermost. Tout à fait. Ensuite, si on s'engage sur les nouveaux labels, on reste sur la base du Lucie 26000 avec le référentiel plus les seuils de la trajectoire Lucie 2030. En fait, les seuils de la trajectoire Lucie 2030 vont venir du coup se rajouter effectivement à la démarche de base label Lucie 26000. Et donc, du coup, il y aura une vérification sur l'atteinte de ces objectifs pour pouvoir s'inscrire dans Lucie Impact ou Lucie Positive. Alors ensuite, bonjour, compte tenu de la période définie de 10 ans, horizon 2030, comment une structure pourra s'engager sur le label Lucie Impact ou Lucie Positive en 2023 ou 2027?
Alors là aussi, c'est une bonne question, effectivement, sur les organisations qui vont s'engager en cours de route. Il faudra qu'on réfléchisse sur la bonne formule, justement, pour les intégrer en cours de route, pour celles qui ne vont pas s'engager dès maintenant et du coup se retrouveront, par exemple, si elles s'engagent en 2025, sur 5 ans, comment est-ce qu'on les intègre pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse, donc ça reste encore à définir. Ensuite, faut-il être Lucie 26000 et couvrir tous les champs de la RSO pour devenir positive ou impact? Donc, en fait, effectivement, pour viser le niveau impact ou positive, ça implique de travailler sur les 4 thématiques et donc ça renvoie effectivement à l'ensemble du périmètre de la RSE parce que ça couvre effectivement l'ensemble quasiment en tout cas l'ensemble du périmètre. Donc, ce sera effectivement pour les organisations engagées sur l'ensemble du périmètre. Ensuite, pour certains secteurs, certains objectifs peuvent ne pas être aussi pertinents. Exemple, matière première pour une entreprise de service. Peut-être pourrait-on avoir un système de joker pour 1 voire 2 enjeux. Alors, Lorraine, si... Question de matière première, je vais pouvoir y répondre. Il est possible que les 2 indicateurs du bilan matière soient demandés uniquement dans le cadre d'une entreprise industrielle, une entreprise de production de biens, et que les autres indicateurs soient communs à tout le monde, justement sur ces sujets-là. C'est encore quelque chose qui doit être un petit peu défini, mais effectivement, on ne peut pas, dans le cas des matières premières, traiter tout le monde pareil, à ceci près que, par exemple, si vous êtes une entreprise qui externalise toute sa production, ce n'est pas parce que les matières entrantes ne sont pas chez vous qu'elles ne sont pas dans votre chaîne. L'idée, c'est de ne pas dire « c'est pas chez moi, ça n'existe pas », c'est de pouvoir bien intégrer la sous-traitance et les parties qui ne sont pas chez vous comme des conséquences de votre activité également. Merci Lorraine. Je regarde si je n'ai pas oublié une question. Alors oui, il y a une question de Bertrand. Comment prenez-vous en compte la croissance ou la décroissance du chiffre d'affaires d'une entreprise? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question, Bertrand? Dans quel sens? Vous êtes encore là? Parce que les objectifs sont en fait pas basés sur le chiffre d'affaires, mais sur l'activité en tout cas de l'entreprise ou de l'organisation. Donc évidemment, s'il y a une croissance, ça peut impliquer une augmentation de consommation des matières premières ou de l'énergie, mais l'objectif justement, c'est quand on a son activité qui croît, de le faire de manière dans la sobriété et de pas de réduire le plus possible le gaspillage et d'être économe dans sa façon de développer son activité. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, j'en vois pas d'autres. Eh bien, il ne me reste plus du coup qu'à vous remercier pour votre attention, pour tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Et puis, donc, on va bien sûr vous envoyer le lien vers le replay, le support qui a été diffusé aujourd'hui. Et puis, donc, n'oubliez pas d'inscrire d'ores et déjà dans vos agendas les dates des prochains ateliers et puis aussi de vous positionner sur l'appel à volontariat pour intégrer la trajectoire Lucie 2030 via le questionnaire qu'on a mis en place. Donc, à très bientôt, donc déjà au mois de mai, pour commencer à travailler sur la phase 2. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.